Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur France 3 à Limousin pour votre émission Dimanche en politique. Aujourd'hui, nous nous intéressons au grand débat national. Les réunions locales, c'est terminé depuis vendredi. Et maintenant, que va-t-il se passer? On tente de répondre à cette question juste après le générique. Des dizaines de rencontres et de débats, des contributions récoltées sur Internet, des cahiers de doléances remplis dans les mairies. Après 2 mois d'échanges, le grand débat s'est achevé cette semaine. Comment s'est-il déroulé en Limousin? Quelles ont été les demandes des participants? Et surtout, que va-t-il se passer maintenant? Comment vont être traitées toutes ces contributions et surtout pour quels résultats? Nous allons tenter de répondre à ces questions ce matin avec 4 invités. Sophie Baudouin-Hubière, bonjour. Bonjour. Vous êtes députée La République En Marche de la Haute-Vienne. Vous avez participé à un certain nombre de ces débats, à Limoges notamment. Guillaume Péjoine, bonjour. Bonjour. Vous travaillez dans les travaux publics. Vous avez été référent Gilets jaunes pour la Corrèze où vous participez au mouvement depuis le début. Vous nous direz si vous croyez en ce grand débat. Olivier Morel, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la préfecture de la Creuse et donc référent du grand débat sur votre département. Vous nous expliquerez ce qui est prévu maintenant. Enfin, Thierry Musette, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Sainte-Anne-Saint-Priest en Haute-Vienne, une petite commune de 165 habitants, Oui. proche d'Émoutier. Vous avez l'habitude de vous battre pour cette commune et c'est pas toujours simple. On en reparlera dans cette émission. Avant d'entamer la discussion, je vous propose de revenir justement sur ces 2 mois de grand débat en Limousin. Combien de réunions? Dans quel lieu? Avec quel public? France 3 a tourné de nombreux reportages sur ce sujet. État des lieux avec le commentaire de Jérôme Pipreau. Depuis le 15 janvier, les maires des communes, petites ou grandes, se sont mis au diapason. Chaque citoyen pouvait coucher sur les cahiers de doléances ce qu'il souhaitait voir mis en œuvre ou changer en France pour améliorer le quotidien des habitants et du pays. En Haute-Vienne, par exemple, 93 municipalités ont joué le jeu. Puis de l'écrit, on est passé à l'oral. Le grand débat voulu par Emmanuel Macron a semé ses petits à l'échelon local, au sein d'une association, d'un quartier, avec des parlementaires, des élus, dans un théâtre, en ville ou à la campagne, avec ou sans gilets jaunes. Au 12 mars, en Haute-Vienne, 50 réunions ont été organisées avec 20 à 100 personnes dans la salle. En Creuse, 27 réunions officielles ont été enregistrées par la préfecture. Ce fut par exemple le cas à Jarnages. Enfin, en Corrèze, 35 débats ont eu lieu. Le 12 février, le ministre de l'écologie, François de Rugy, en déplacement à Limousin, s'était invité par surprise à Chamberay à une réunion. Le 19, la discussion s'est déroulée, chose inédite, à la maison d'arrêt de Tulle, où les détenus, eux aussi, ont eu le droit à la parole. Reste maintenant à savoir si ce grand débat va faire avancer le débat. Tout le débat est là. Alors Sophie Baudouin-Hubière, vous avez participé à plusieurs de ces débats. Ça a été le cas de vos collègues aussi, Jean-Baptiste Djebari, Christophe Géretti, Marie-Ange Magnier et d'autres. Cette semaine, il y a eu un sondage ELAB réalisé auprès de 1005 personnes pour BFM TV qui dit que 7 Français sur 10 pensent que ce grand débat ne permettra pas de sortir de la crise. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces Français qui n'y croient pas ? Moi, je dis déjà que ça a montré le réflexe démocratique qui existe dans notre pays et la capacité des citoyens de se mobiliser et de proposer, de sortir du fatalisme dans lequel on pensait que nous nous étions tous englués. Donc déjà, c'est une première avancée et on voit d'ailleurs que nous avons tous des demandes pour que ce grand débat se prolonge après cette date du 15 mars qui est passée. Donc déjà, c'est une bonne chose, c'est que chacun se réapproprie la démocratie dans notre pays. Vous, ça vous a surpris? Il y a des demandes, des réflexions, des propositions qui vous ont surpris pendant les débats auxquels vous avez participé? Je crois que ma plus grosse surprise, c'est chaque fois qu'on me propose une nouvelle taxe. Parce que c'est une chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et notamment, je crois que sur un débat à Limoges, quand on m'a expliqué que pourquoi pas une taxe sur l'écologie, pour condition et à seule condition qu'elle soit bien fléchée pour financer la transition écologique. Parce que je crois que c'est ça. Mais finalement, ce qui a été dit, c'est que les gens n'étaient pas opposés à payer des impôts et des taxes. En revanche, ce qu'ils attendent, c'est une énorme transparence et de comprendre ce qu'ils financent, ce à quoi servent leurs impôts et les taxes qu'ils payent. Guillaume Péjoine, des Gilets jaunes ont organisé eux-mêmes des débats en Corrèze. Ça a été le cas notamment à Seillac en février. Est-ce que vous avez participé à des débats ou pas? Oui, j'ai participé à pas mal de débats locaux, parce que c'est des débats locaux, c'est pas du national. Donc, vous en avez pensé quoi? C'est très répétitif, en fait. En fait, le débat en lui-même, on a l'impression que ça devient un formatage.
Parce que chaque débat, c'est chaque fois la même chose qui ressort, c'est l'écologie, mais on parle quand même pas de pouvoir d'achat, on parle quand même pas de rémunération salariale, on parle pas d'augmentation pour les retraites, on parle pas de CSG, on parle de tout, sauf de la base essentielle. Donc les débats sont intéressants, oui, pour pas mal de choses localement, mais en national, je ne pense pas que ça fasse grand-chose. On a plus de 36 000 maires en France. On a donc plus de 36 000 cahiers de condoléances. Vous croyez que M. Macron et son gouvernement vont éplucher nos cahiers ? Moi, j'y crois pas trop, quoi. Maintenant, nous, Gilets jaunes, on reste notre position. On est toujours en mouvement par rapport à toutes nos revendications que vous connaissez. Est-ce que le fait qu'il y ait un grand débat, ça a démobilisé certains chez vous ? Oui, il faut dire que M. Macron a joué une belle carte, puisque oui, les gens ont repris le doute. Et c'est pas un doute de ce que va résulter ce débat, c'est un doute dans l'espoir. Les gens ont encore cette espérance que le gouvernement est en attente de ce qu'on veut nous. Mais je pense que c'est une mascarade niveau européen, puisque M. Macron prépare certainement son parcours européen par ces débats. Les élections de mai prochain. Tout à fait. Et je pense qu'au résulte, le mouvement va se amplifier parce que je ne crois pas qu'il sorte grand-chose. Déjà, les solutions, je ne pense pas qu'il les ait tout de suite, quoi. Donc voilà. Alors, on va voir une carte qui a été publiée cette semaine dans le Parisien sur le degré de mobilisation dans ce grand débat par département. On voit que le nombre de contributions en ligne est parmi les plus forts en Creuse. 6 à 8 contributions pour 1000 habitants. Je me tourne vers vous, Olivier Morel. C'est un succès pour vous ? Ça veut dire que ça fonctionnait ? Alors, je dirais que c'est quelque chose qui vient témoigner de l'engouement des Français pour ce grand débat. Au départ, ce qu'on a remarqué en Creuse, c'est beaucoup de méfiance. De défiance même, voilà, peut-être ? beaucoup de défiance. On demandait à voir. Et au fur et à mesure, on a vu évoluer les opinions des uns et des autres. Pour vous donner un ordre d'idée, sur le départ de la période, nous étions en dernière position. On se l'a disputé avec la Corse. Au niveau national. Au niveau national. Donc le démarrage a été très lent. Le démarrage a été très lent. En revanche, nous avions eu une belle dynamique sur les cahiers. On appelle ça, nous, plutôt des cahiers citoyens, puisqu'on avait à peu près 71 communes, 71% des communes qui en ont ouvert, avec de très très belles et très intéressantes contributions. Et puis après, les débats ont commencé à partir, la CPME en a fait un, il y a eu vraiment un engouement. La préfète, dernièrement, a été en faire un à la maison d'arrêt de Guéret. Et on voit aujourd'hui que finalement, en termes de nombre de contributions par millier d'habitants, on est en première position sur l'ex-région Limousin, même si nos collègues du 87 et du 19 ont fait des bons scores. Donc je crois que tout ça, c'est à l'image de l'opinion des Français au niveau national. On demande à voir. Aujourd'hui, on veut bien avoir de l'espoir, mais il faut que les actes suivent. Ouais. Et au fur et à mesure, il y a eu cet espoir qui est né à juste titre. Je pense que c'est à juste titre. Et aujourd'hui, on a atteint pratiquement un point haut. Mais reste maintenant à analyser tout ça et à voir quelle suite nous allons donner. Bon, on va en parler. Thierry Musette, je rappelle que vous êtes maire de Sainte-Anne-Saint-Priest, c'est en Haute-Vienne, une petite commune où les habitants se sont notamment mobilisés. On se rappelle il y a quelques mois pour avoir le haut débit, des problèmes très concrets. Est-ce que vous, par exemple, vous aviez des cahiers de doléances ou des cahiers citoyens dans votre mairie ? Non, pas du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, d'abord, premièrement, je n'ai pas besoin de faire des cahiers de doléances parce que c'est une commune de 165 habitants. Les doléances, je les ai tous les jours. Je les connais par cœur, même si je suis un jeune élu, puisque j'ai été élu pour la première fois en 2014, lors des élections municipales. Mais bon, on a vite fait le tour de la commune en une année, je veux dire. On voit tout le monde. C'est vraiment un lieu de rendez-vous, un lieu de rencontre, la mairie. D'autant qu'on a en plus un comité des fêtes pour une commune comme la nôtre, de 165 habitants. Donc vous les faites remonter d'une autre façon, ces demandes-là, finalement ? Voilà. Et nous avons un adjoint à moi à participer, notamment au débat avec Madame la députée à Saint-Léonard-de-Noblat. Donc on a eu des échos sur ce qui s'est fait, ce qui s'est dit lors de ces débats. Bon, sur le fond, j'ai quand même du mal, même encore aujourd'hui, à rentrer dans
dans ce faux semblant de démocratie. Pour moi, le grand débat qui a eu lieu aujourd'hui, ça a été cadré, d'abord, au départ. On a dit, voilà, on ne parlera que d'un certain nombre de thèmes. Quatre thèmes. Voilà. Il était hors de question... Il était hors de question qu'on parle notamment de ce que je suis complètement d'accord avec mon pouvoir voisin. d'achat, par exemple. Du pouvoir d'achat, de la CSG. Ça, c'est faux. Moi, je m'inscris en faux. Laissez-moi terminer. On va laisser finir M. Musette, puis vous répondez. C'est vrai qu'après, les gens dans les réunions ont le droit de dire. Mais bon, le cadre a été donné dès le début, quand même. Ça, vous ne pouvez pas le nier. Et puis, ce que je me dis aujourd'hui, c'est... Par expérience, je suis un militant. Donc, par expérience, je sais que ces grands messes, comme j'ai l'habitude de dire, moi, ou ces grands débats à l'âge, je ne suis pas sûr qu'il en sorte vraiment du concret pour les habitants et le mieux vivre de nos habitants. Donc ça, c'est vraiment une grosse inquiétude que j'ai aujourd'hui. Alors Sophie Baudouin-Ribière, le pouvoir d'achat, il en a été question? C'est une idée fausse? Mais en fait, il y avait les questions que le président avait posées dans sa lettre aux Français. Oui. Ensuite, et moi je vais parler que des débats que j'ai animés, il est clair que moi, je les ai posés sur la table en disant ça peut être une aide, au moins une aide au démarrage du débat. Mais ensuite, toutes les questions que les participants voulaient aborder pouvaient être abordées et en tant qu'organisatrice, je n'étais là que pour noter et ensuite faire un compte-rendu de ce qui était abordé. Donc, les questions qui ont été abordées ont été celles que les participants ont souhaité aborder. Donc moi, quand j'entends dire on n'a pas abordé la CSG, le pouvoir d'achat, c'est certainement que vous êtes allés dans des débats où les personnes présentes n'ont pas souhaité aborder ça, parce que tout était ouvert. Et si on avait envie d'aborder... D'ailleurs, il y a des questions qui sortent et qui n'étaient pas au départ dans les thèmes. Aujourd'hui, on a la santé, l'éducation, qui ont été largement abordées dans les débats. Prises en compte, mais bien évidemment, parce que la question, c'était de lancer cette expression citoyenne et qu'il y a bien un moment où il faut poser une première pierre et poser un premier cadre. Et puis, la démocratie, c'est aussi de tout exprimer et c'est ce qui s'est fait dans ces débats. Alors, Guillaume Péjoine l'évoquait tout à l'heure, Emmanuel Macron était très présent pendant toute cette séquence de grands débats. Il s'est déplacé dans les régions. Les garants du débat ont critiqué parfois des interférences de l'exécutif dans son déroulement, en disant que ça avait pu contribuer à induire un doute sur la neutralité. Est-ce qu'il s'est trop exprimé, Emmanuel Macron? Est-ce qu'il en a fait trop, peut-être? Vous savez, quand il ne s'exprime pas, on lui reproche de ne pas s'exprimer assez. Quand il s'exprime, ça ne va pas. Je crois que depuis de nombreux mois, quoi qu'il fasse, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer. Moi, je note que surtout ce qu'il a prouvé et ce qu'il a démontré, c'est que c'était un chef de l'État plus qu'à la hauteur, même un grand homme d'État qui connaît parfaitement ses dossiers, qui est capable d'échanger avec des femmes seules, des mères isolées, avec des jeunes, avec nos aînés, avec des élus, et de répondre à un maximum de questions. Il est très rare qu'il n'ait pas pu répondre. Est-ce que ça pourra infléchir ses choix premiers ? Mais je crois que ça a déjà infléchi. Il n'y a qu'à voir les décisions qui ont été prises au mois de décembre et ce que nous avons voté au mois de décembre. Il y avait des décisions qui avaient été prises et sur lesquelles on est revenu, et notamment l'augmentation de CSG pour les retraités, sur laquelle nous sommes revenus. Donc ça a déjà infléchi. Et puis c'est toute la démarche d'Emmanuel Macron d'écouter et ensuite de mettre en musique. Après, ce que j'entends dans ce que disait monsieur, c'est aussi qu'il faut comprendre que le temps législatif, et ça passera pour beaucoup par la loi, c'est un temps qui parfois peut sembler un peu long à nos concitoyens. Alors, Olivier Morel, pour parler très concrètement, donc c'est terminé, on a récolté toutes ces contributions. Elles vont où? Elles sont analysées comment à l'heure actuelle? Alors, les contributions sont envoyées dans un organisme avec lequel l'État a passé un marché qui un mélange de chercheurs, de mélange d'intelligence artificielle. Donc l'ensemble des contributions sont numérisées, vont être analysées, et ensuite il va y avoir une répartition des différentes thématiques en plusieurs items. Et ensuite on va passer, parce qu'on ne peut pas remplacer l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle à 100%. Donc après il va y avoir tout un travail d'analyse, de restitution. Je voulais revenir sur votre question tout à l'heure. Peut-on imaginer aujourd'hui, dans la stratégie d'un président de la République et d'un gouvernement dont l'objectif est de mettre en place son programme au bénéfice des Français, de prendre un risque politique majeur, voire fou, qui serait de créer autant d'espoir, une aussi grande consultation, et au final ne pas prendre de réponse?
Ce que je peux vous dire, c'est que d'ores et déjà... Ça s'est déjà vu en France. Et avant C'est ce qui même... va se passer, de toute façon. C'est ce qui a déjà vu en France. Et avant même que des grandes mesures nationales soient prises, le ministre de l'Intérieur a demandé hier au préfet de bien éplucher dans les différentes propositions. Si certaines propositions peuvent d'ores et déjà trouver une concrétisation, une réponse locale qui est de la compétence des préfets, vous avez le feu vert. on y va, feu vert. D'accord. Donc effectivement, moi là-dessus, je veux vraiment... Insister, oui, j'ai bien compris. Voilà, sur la bonne foi de l'État dans cette affaire. Mais évidemment, et puis je crois que peut-être avons-nous manqué de pédagogie, mais aujourd'hui, tout se passe comme si les gilets jaunes ou ceux qui protestent ne voulaient pas entendre que le gouvernement et le président de la République les ont entendus. Bah justement, on va poser la question à Guillaume Péjon. Ça vous rassure ce discours ou pas? Non, on ne sera pas d'accord. Pas du tout, puisque c'est quand même un état d'urgence. On ne réclame pas grand-chose. On réclame une rémunération un peu plus haute, on réclame une retraite un peu plus haute, on réclame une CSG pour les retraités en bas, on réclame un ISF à mettre en place. Monsieur Macron, en 2 ans, il a tout viré, il a tout enlevé. Ne me dites pas qu'aujourd'hui, il n'a pas les moyens, au moins sur nos premières nécessités d'urgence, de notre vie et de notre État français, puisque on est quand même pas mal précaire. Quand on regarde en 2019 tous les SDF qui existent en France, ok, vous allez me dire qu'il y a plusieurs catégories de SDF, c'est un fait, mais il y a quand même des gens dans la rue. Il y a quand même des gens qui ont 82 ans qui grattent dans les poubelles, monsieur. Vous le voyez peut-être pas parce que vous êtes dans un monde très politisé auquel vous avez des programmations, auquel vous oubliez tout ça. Vous passez à côté de tout ça. Nous, en tant que citoyens, monsieur le maire, en tant que première ligne, le voit tous les jours. On veut que monsieur Emmanuel Macron nous donne cette première nécessité d'urgence. Ensuite, le reste, on sait que l'écologie est très importante. On le sait, nous, on se bat, Gilets jaunes, pour l'écologie. La preuve, c'est qu'on va créer une marche climat à partir de demain à Brive. Mardi, pardon, excusez-moi. Oui, non, pas mardi. Mardi, c'est général. D'accord. C'est bien demain, la marche climat. Demain samedi, car nous ouais. enregistrons cette émission vendredi. Oui, mardi, c'est surtout un mouvement général lancé par les syndicats. D'accord. Voilà. Donc... Est-ce qu'on dit, par exemple, que parmi les pistes de travail, il y aurait une taxation des plus riches qui pourrait prendre une certaine forme à l'issue de ce grand débat? Est-ce que ça pourrait être satisfaisant pour vous, ce type d'annonce? Satisfaisant à la seule condition que cet argent soit proportionné également. C'est bien beau de prendre l'argent aux riches, d'accord. Il y a vraiment du riche qui peut aider la France, ça c'est un fait. Mais après, c'est la proportionner, cet argent. Parce que je trouve que quand même le gouvernement nous en prend beaucoup d'argent à chaque citoyen. Déjà, cet argent-là, on ne sait pas comment il est proportionné, puisqu'on est quand même en galère. On est en galère au chômage, on est en galère sur tout sujet social. Donc, je ne vois pas l'issue de ce débat très positif, et je ne vois pas comment Macron, d'un seul coup, trouverait une solution, alors qu'on la demande déjà depuis 4 mois. Quoi. Et justement, on voit que la mobilisation, en nombre en tout cas, elle faiblit quand même au fil des semaines. Est-ce que ça pourrait relancer une forme de mobilisation chez les Gilets jaunes s'il y avait une déception à l'issue des annonces? Alors, je ne pense pas qu'elle faiblisse. Le mouvement est dans un autre sens. Il prend d'autres formes, c'est ça que vous voulez dire? Tout à fait. On est conscient que les batailles sont toutes gagnées par nombre. Donc on réfléchit à comment on peut déjà, nous, en tant que citoyens coléreux et en colère, vraiment très en colère, on puisse mettre le nombre dans notre rue. C'est surtout ça ce qui nous importe. Et le mouvement part dans ce sens-là. Et à l'issue de ce débat, au résultat de ce débat, on verra comment on va gérer, mais à mon avis, oui, il risquerait de refaire un peu remousser le mouvement, oui. Thierry Musette, permettez-moi, mais oui. À un moment donné, il faut quand même dire que la colère n'a jamais constitué un projet de société. Quoi. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous, mais faut dire qu'en 1936, s'ils n'avaient pas eu la colère, il n'y aurait pas eu les congés payés aujourd'hui. Il faut dire qu'en 69, s'il n'y avait pas eu la colère, on n'aurais pas eu des augmentations salariales. Tout à fait. Les étudiants, voilà. Vous comprenez ce que je veux dire? Je suis pas quelqu'un de très, je suis pacifiste. Moi, je suis comme tout le monde. J'ai une enfant de 22 ans, je l'ai éduquée dans le bon sens du terme, avec toutes les bases de vie normales. Mais aujourd'hui, on ne peut pas nous enlever cette colère, parce que cette colère, elle n'est pas que de Macron. Elle est de 40 ans en arrière. Mais dans ce cas, je pense qu'il faut faire des propositions. C'est pas que ma génération à moi. On va donner la parole à Monsieur Musette. Oui, excusez-moi, je suis très... Non, je vous en prie. Vous disiez tout à l'heure, ça s'est déjà vu, on compromet des choses et qu'on les fasse pas. Oui, ça s'est déjà vu. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a aujourd'hui une telle injustice sociale, une telle injustice fiscale, et j'ajouterais même un manque de démocratie au plus près des habitants,
qu'on ne peut pas nier le fait qu'il y ait des gens qui soient en colère. Et ça va continuer. S'il n'y a pas des mesures concrètes qui sont faites et qui sont prises en direction des gens les plus démunis... Vous, lesquelles mesures, par exemple, vous appelez Pour de les vos plus vœux? démunis, déjà, moi, je supprimerais l'augmentation de la CSG. C'est une des mesures qui est vraiment inadmissible. Une autre qu'on ne parle jamais, la TVA. La TVA, c'est un impôt... Sur des produits de première nécessité, par Voilà, exemple. c'est un impôt qui est le plus injuste possible. Il n'y a pas de justice fiscale aujourd'hui en France. Moi, je le dis honnêtement. Et ça, c'est une réalité. Et si on ne répond pas à ces colères-là, et le manque de démocratie, oui, je pensais aussi, le manque de démocratie, parce que c'est vrai d'organiser un grand débat, honnêtement, moi, dès le début, je me suis dit, ça peut atterrir sur quelque chose. Je n'ai pas fermé la porte tout de suite. Je n'ai pas ouvert de cahier de doléances. Je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi. Mais j'ai dit, ça peut être la porte ouverte pour que les gens participent et fassent monter leurs idées, quoi, et que ça fasse bouger les choses. Et seulement, j'ai des grosses craintes. Quand je vous disais tout à l'heure, j'ai des grosses craintes sur vraiment... Là, j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron, il mène une campagne électorale. C'est exactement le sentiment que j'ai aujourd'hui. Et plus on avance dans le temps. Pourquoi je dis ça? Il n'y a pas un soir à la télévision où on parle de ces débats qui ont lieu, et les journalistes, alors notamment les médias télévisuels... les chaînes d'infos en continu, les pour chaînes être clair. d'infos, voilà, en continu, parlent de ça. Son temps de parole va être comptabilisé en tant que temps de parole gouvernemental, d'ailleurs. Interview un député, La République En Marche, interview un ministre, La République En Marche, interview des gens qui sont proches du pouvoir tout le temps, avec une très courte contrepartie de l'opposition. Et on a l'impression qu'on est dans... tout le monde est dans La République En Marche. Voilà. Alors que moi, je dis qu'il y a quand même des gens qui ont voté Emmanuel Macron. C'est vrai qu'il y a une grande partie de gens qui ont voté Emmanuel Macron parce qu'ils n'avaient pas le choix. Au deuxième tour, on vote toujours pour le moins pire, comme on dit. On se fait avoir avec ce système-là. C'est qu'après, il a tous les pouvoirs. À l'Assemblée nationale, il y a tous les pouvoirs avec les députés de La République En Marche. Et justement, j'ai une question à poser à ma députée. Je voudrais savoir quel a été votre vote sur la vente des aéroports de Paris. Eh bien, voyez-vous, je n'ai pas pu le voter puisque ça s'est voté cette nuit et donc que j'étais dans le train pour rentrer sur Limoges. Donc voilà. Mais vous avez des pouvoirs. Mais attendez. Vous avez des pouvoirs. Absolument pas. Vous donnez des pouvoirs pour voter. Non, nous ne déléguons pas nos pouvoirs. Le vote, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Si vous avez pu voter, mais si j'avais pu voter, j'aurais voté favorablement au texte qui a été travaillé par l'Assemblée nationale. Députés qui votent pour cette loi. On va laisser parler Madame Baudouin. Je pense que il y a plusieurs questions dans cette même question d'ailleurs. Donc sur Aéroport de Paris, je vous rassure, ou pas, je pense d'ailleurs. Non, vous ne me rassurez pas du tout. Parce que si ça se fait exactement comme pour les autoroutes, moi j'ai vraiment des craintes qu'aujourd'hui, on brade au privé comme on fait. On enlève tous les services publics pour les donner au privé. C'est une vraie question à laquelle on va laisser Madame Baudouin répondre. Parce que là, c'est une vraie question. D'abord, je pense que le gouvernement, et notamment Bruno Le Maire, qui était très bien placé pour en parler, a été capable de tirer les leçons des autoroutes. Et puis, c'est quand même pas tout à fait la même chose. Depuis quand la mission de l'État, c'est de gérer un immense centre commercial? Parce que Aéroport de Paris, c'est ça. C'est un immense centre commercial qui a aussi des participations dans tout un tas d'aéroports à l'international. Mais ça n'est pas la même chose. Il y a des choses qui relèvent du réglementaire et qui sont dans un cahier des charges et puis qui restent traitées par la puissance publique. Et puis, il y a l'immense centre commercial Aéroport de Paris qui sera vendu parce que ce n'est pas la mission du pouvoir de gérer ça. C'est un dossier qui nous concerne quand même de loin pour ce qui est du Limousin, mais il nous reste 3 minutes d'émission. J'aimerais quand même qu'on aborde un petit peu les services publics, puisque c'est un peu de ça dont on parle. On parle des transports. C'est une question qui revient beaucoup dans les contributions, dans les demandes des Gilets jaunes aussi. Et malgré ça, il va y avoir des suppressions de postes de fonctionnaires, Sophie Baudouin. Comment on peut expliquer aux Limousins qui se sentent déclassés, le défenseur des droits parle d'un état alarmant des services publics dans l'Hexagone. C'est là qu'il faut peut-être faire des avancées. Comment leur donner satisfaction à ces gens qui vous disent ça? Parce que je crois que la question, c'est de faire mieux les services publics et de faire parfois de la réallocation d'effectifs et que, avec notamment la numérisation
Et d'ailleurs, les citoyens ne reviennent pas dessus. Hein. Moi, ils m'ont fait des belles propositions en disant il faut continuer, il faut avancer, mais ça permet aussi d'affecter des fonctionnaires à d'autres tâches. Et puis, immanquablement, le développement de l'intelligence artificielle dont on a fait part pour le traitement du grand débat, ça va aussi concourir à la diminution du nombre de fonctionnaires, c'est évident. Mais avec ça, il faut faire mieux. Et là où je rejoins souvent Monsieur Musette, c'est qu'il ne faudra pas oublier nos territoires ruraux. Il faudra être très très vigilant. Pourtant, ils sont oubliés sur aujourd'hui. la façon dont les services publics seront déployés dans la ruralité. Vous n'y croyez pas, Guillaume Péjoine ? Non, j'y crois pas, Écoutez, c'est simple, je n'ai aucunement, moi personnellement, Péjoine Guillaume, aucune confiance en notre gouvernement. Voilà. Et c'est le cas de la plupart des Gilets jaunes qui sont avec vous ? C'est même le cas de tous les Gilets jaunes. Je crois qu'ils veulent avancer dans la mondialisation hyper trop vite. Nous, dans notre région, comme monsieur le maire, moi je suis corrézien, j'ai habité les Petits Patins, je me rends compte qu'à 48 ans, le petit patin auquel je mangeais les sucettes de la boulangerie n'existe plus. Auquel où ma grand-mère allait me poster un petit courrier pour mon anniversaire, ça n'existe plus. Tout est décentralisé. La ruralité est vraiment en détresse permanente. Je voudrais parler de deux choses, si c'était possible. Il nous reste 1 minute, alors rapidement, s'il vous plaît. Il y a 3 lignes TER en Limousin qui risquent d'être menacées de fermeture. Et là, je lance un appel parce que c'est un réel problème. Encore un des services publics qu'on veut supprimer. Ça dépend de la région aussi. Hein. Oui, ça dépend de la région, mais c'est quand même un service public qu'on supprime. Voilà. Et si on ajoute à ça, par exemple, j'ai pris un rendez-vous moi, chez l'ophtalmo au mois de février, mon rendez-vous il est au mois d'octobre. Est-ce que vous trouvez ça normal dans nos régions ? Et pour aller à Saint-Léonard-de-Noblat, qui est pas loin de chez nous. Donc c'est quand même pas normal. On abandonne complètement nos zones. Votre ophtalmo, c'est quand même pas un service public au sens. À la santé, c'est pas un service public. On va aussi le concéder au privé. Non mais c'est quand même un des services publics pour moi qui est abandonné avec nos populations. Il y a le numerus clausus en amont qui est un choix d'État, mais ça on va pas refaire le débat maintenant. Je sais bien, mais on vous mettra pas d'accord. On a bien compris. La commission des affaires sociales. La Poste qu'on supprime, c'est pareil. Voilà, tout ça. C'est la fin de cette émission. Merci à vous d'y avoir participé. Merci à vous de l'avoir regardé. Vous pouvez la revoir sur notre site internet. Tout de suite, le Flash Info avec Christophe Bonin. La semaine prochaine, on parlera de la semaine de la presse à l'école, les jeunes et l'info, les fake news. Très bon dimanche à tous.